Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Ségur et plus particulièrement le Ségur en officine. Comme pour tous les webinaires, celui-ci est enregistré, on le mettra en replay sur le site de l'ANS avec le support. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, Xavier fera au mieux pour y répondre. On a 1h30 devant nous, donc Xavier, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Alors, bonjour à tous et toutes, merci beaucoup. J'espère que vous voyez bien mon écran en grand. Merci en tout cas pour votre présence. Voilà, désolé pour le petit retard technique d'organisation. Enfin voilà, petit raccord de délai de transport, mais c'est tout bon, on est arrivé. Merci pour votre présence. L'idée, ça va être de faire quelque chose d'un petit peu interactif. Juste, voilà, couper les micros pour éviter le bruit ambiant. Par contre, voilà, je reprendrai les questions, vous laisserez dans le chat après la présentation. L'idée, ça va être de faire à peu près un gros tiers du temps sur une présentation, faire un peu le point de là où nous en sommes sur le Ségur numérique, concernant les officines plus précisément, et autour de mon espace santé, des nouveaux usages qui vont commencer à se développer. Et ensuite, évidemment, de répondre à toutes vos questions. Il y a pas de, voilà, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues, toutes vos interrogations, tous les sujets évidemment peuvent être abordés. Pas de difficulté là-dessus. Et l'idée, c'est vraiment de lever les doutes et de comprendre aussi vos enjeux et vos besoins pour la suite. Alors, voilà, bon, ça c'est le petit rappel d'usage habituel. Évidemment, le support vous sera mis à disposition à la suite du webinaire. Avec le replay. Donc, première étape, on va discuter de l'avancement de la vague 1, puisque vous savez que c'est en cours de déploiement dans les officines françaises. Et puis ensuite, on va pouvoir aborder la question, on va revenir sur la question qu'on a gérée des préparateurs en officine. On va faire un petit point d'avancement sur le sujet. Les ordonnances numériques envoyées par la messagerie sécurisée de mon espace santé, qui est la nouvelle fonctionnalité qui est sortie de mémoire fin mai, mise en œuvre fin mai, donc on pourra en dire un petit mot. On va vous faire un tout petit point sur les avancées de la vague 2 et puis un petit calendrier prévisionnel aussi. Voilà un petit peu le programme de façon très rapide et puis bien sûr ensuite un temps le plus long possible sur vos questions le tout venant, on va dire. Alors, au niveau du référencement des éditeurs, donc vous n'êtes pas sans le savoir qu'on a 8 éditeurs qui sont référencés dans le cadre du dispositif SONS, donc qui sont éligibles au financement de l'État, ce qui signifie derrière environ à peu près 97% des officines françaises qui ont pu passer un bon de commande Ségur et bénéficier du financement. Et ensuite, il nous restait 3 éditeurs qui n'ont pas pu se présenter, terminer le référencement dans les délais qui avaient été imposés par l'arrêté et révisé en septembre l'année dernière. Et donc, ces 3 éditeurs ont signé la convention qui permet de les mettre dans le référencement Ségur hors financement de l'État, mais qui permettra quand même de viser pour la fin de l'année un objectif de 100% des éditeurs de LGO référencés dans le cadre du Ségur numérique. Voilà, donc déjà un très grand merci et bravo à l'ensemble des équipes de ces éditeurs pour leur engagement et leur mobilisation pour pouvoir faire entrer la profession de pharmacien d'officine et les équipes dans on va dire l'ère du Ségur numérique et de la connexion autour de mon espace santé et de ce numérique en santé. Voilà. Évidemment, tout ce travail a été réalisé également en lien avec vos représentants professionnels, que ce soit l'ordre, des pharmaciens aussi qui ont participé à différents ateliers de travail tout au long de ce temps de travail, et puis les syndicats évidemment qui ont également beaucoup contribué à tout ça. Et j'en profite pour les remercier également, y compris nos collègues de l'assurance maladie, de l'ANS et tout, qui ont pu aussi contribuer chacun à son niveau, le GE, CM Vital, CNDA, enfin bref, tous les opérateurs publics également qui se sont mobilisés. C'est énormément de monde. Et in fine, derrière, c'est vous, pharmaciens d'officine, qui allez mettre en œuvre tout ça. Et on va vous accompagner. Évidemment, il ne s'agit pas que d'installer des logiciels Ségur. Il faut aussi derrière poursuivre les travaux, l'accompagnement pour pouvoir poursuivre tout ça. Alors justement, sur le déploiement partout en France, où en sommes-nous? Donc, on avait 20 000 commandes, un peu plus de 20 000 bons de commande signés, donc c'est en gros une très très évidemment large proportion d'officines engagées dans le processus pour bénéficier du financement Ségur.
À date, nous en sommes à 7000 officines. Et là, j'ai reçu une info là, à l'instant, au moment où on démarrait. Donc, on a eu cette semaine 1200 pharmacies de plus. Donc, on a dépassé les 8000 officines pour lesquelles on a un référencement, une validation de l'installation Ségur. Donc, on s'approche en fait des 40% d'officines qui sont installées, alors dites installées Ségur. Alors après, bien sûr, il reste encore un peu de boulot, hein, mettre en œuvre un certain nombre de services et puis prendre en main ces outils, hein, bien sûr, relever d'éventuelles choses derrière. Donc, on va vous accompagner là-dedans. L'idée aussi, c'est que dans le déploiement, hein, pour ceux qui ne sont pas encore installés Ségur, on va dire, normalement, vos éditeurs vous ont précisé à peu près les dates auxquelles ils doivent venir vous installer tout ce dispositif avant le 20 septembre, ce qui sera la date limite en fait pour pouvoir ensuite déposer des documents auprès de l'Agence des services de paiement, l'ASP, qui est l'opérateur de l'État qui va financer, exécuter plutôt les factures pour votre compte auprès des éditeurs. Donc on pratique en fait une sorte de tiers payant, si on veut, pour les pharmaciens sur ces dispositifs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que jusqu'au 20 septembre, on a du déploiement qui va se faire dans le cadre des logiciels référencés Ségur avec bon de commande. Donc ça, c'est les opérateurs qui sont déjà référencés et qui sont en cours de déploiement. L'étape que vous avez à faire ensuite, c'est de signer ce qu'on appelle une vérification d'aptitude. En gros, c'est un document qui dit que vous attestez que le logiciel est en état de fonctionner et que vous avez eu en fait la prestation Ségur dans son ensemble qui a été exécutée, on va dire, pour votre compte. Les éditeurs ensuite déposent ces documents avec la facture auprès de l'agence de services de paiement. Donc les dates limites, donc ces dates sont les dates éditeurs, attention, hein, donc si de ne pas vous attendre les dernières dates, hein, c'est vraiment les dates pour les éditeurs, donc vous devez anticiper un tout petit peu sur ces dates-là. Donc le 20 septembre, ce sont les dates limites d'installation physique, et ensuite pour récupérer en fait l'ensemble des documents qui peuvent derrière prendre un petit peu de délai. Voilà. Alors normalement chez les pharmaciens, ça devrait pas prendre autant de temps que ce qui est indiqué, hein. Il n'y a pas besoin de 3 mois pour vérifier que tout est en place et que ça fonctionne. Donc voilà, mais ces dates, elles s'appliquent aussi à des couloirs comme l'hôpital, la biologie ou la radiologie, qui sont des systèmes peut-être un petit peu plus complexes et pour lesquels ça demande un peu plus de délai de vérification d'aptitude pour les services techniques. Bon, en principe, en milieu soit médecine de ville ou pharmacie, vous devriez vous rendre compte assez vite des éventuelles complexités ou des problématiques de certificats, des choses comme ça. Donc, ça ne devrait pas prendre autant de temps que le 14 décembre pour récupérer l'ensemble de ces documents. Mais en tout cas, vous avez encore une dernière action à faire qui est de signer la vérification d'aptitude. Donc nous, on vous fait confiance pour nous dire que effectivement la prestation a bien été exécutée telle qu'elle a été prévue dans le cadre de l'arrêté Ségur. Et puis ensuite, les 3 solutions qui sont hors référencement, hors financement, pardon, qui sont en cours de référencement plutôt. Donc les dossiers sont en cours, les preuves en cours d'instruction. Pour que les pharmaciens puissent bénéficier des ROSP sur les forfaits numériques, forfaits structure sur le numérique vis-à-vis de l'assurance maladie, il faudra que les pharmacies soient installées Ségur avant la fin de l'année pour celle-ci. Alors, par contre, on a aussi quelques chiffres de déploiement qui, en fait, parce que les éditeurs déploient pas tous les logiciels, enfin tous les modules forcément en même temps, en fonction de chacun leur stratégie de déploiement. Certains c'est massif et puis d'autres c'est par petits morceaux où ça s'active. Donc on a ces chiffres aussi à vous présenter. Donc il y avait une version DP Ségur qui est fait évoluer un tout petit peu, un tout petit peu significativement quand même, notamment sur une profondeur historique qui passe à 12 mois. Par exemple. Donc ça, c'est un point. Donc on a 65% des officines qui sont déjà équipées de cette nouvelle dimension, on va dire, d'épée 10 Ségur, avec les exigences Ségur dedans, qui sont déjà déployées. Donc vous voyez que du coup, les autres fonctionnalités vont évidemment suivre rapidement derrière. Et puis sur l'ordonnance numérique, donc on a eu des exécutions donc pour presque 12 000 pharmacies qui sont
reliés au dispositif de l'ordonnance numérique, dont une grande majorité d'ailleurs avec les ordonnances, de vraies ordonnances numériques exécutées. Alors ça, le dispositif n'est pas complètement en place encore, puisque les éditeurs de leur côté doivent réaliser ce qu'on appelle des pré-séries, c'est-à-dire des tests in vivo, in situ, avec des vraies pharmacies, avec des vrais médecins qui produisent des vraies ordonnances numériques, et des pharmacies de proximité autour de ces médecins qui testent pour le compte de chaque éditeur les premiers dispositifs et s'assurer que le dispositif est fluide en situation réelle. Donc ces éléments sont en cours de réalisation auprès des éditeurs. Hein. C'est une étape complémentaire qui est exigée par l'assurance maladie pour s'assurer que les choses fonctionnent. Alors c'est bien de les faire fonctionner en laboratoire, de les faire certifier par les équipes qui sont censées le faire, mais derrière, avant un déploiement massif et pour éviter des effets déceptifs trop importants, on vérifie aussi. Il y a une phase de vérification in situ, ce qui est plutôt rassurant, hein, je pense, pour tout le monde, de s'assurer que le processus est bien fluide sur toute la chaîne pour pouvoir ensuite le déployer massivement. Donc il y a encore cette petite étape. L'ensemble des éditeurs sont en cours de réalisation de ces pré-séries, hein, de ce qu'on appelle des pré-séries. On fait donc les choses vont se connecter. Donc dans le cas du Ségur, c'était un test de connexion pour s'assurer que votre pharmacie va bien connecter le serveur de l'assurance maladie sur l'ordonnance numérique. Donc ça fonctionne pour près de 12 000 pharmacies aujourd'hui. Donc voilà, c'est très satisfaisant et on est très serein, entre guillemets, sur un déploiement dans les délais par rapport à l'échéance de rentrée prochaine. Néanmoins, le déploiement, forcément, il va accompagner un certain nombre de difficultés. Alors, on me dit que les slides ne défilent pas. Alors, vous voyez mes slides ou pas? Si quelqu'un peut me mettre dans le chat. Oui, c'est bon, ok, merci. Désolé. Désolé. Ok, c'est tout bon. C'était bloqué, mais c'est débloqué. Bon, ça marche. Je vais couper ma caméra un instant parce que je suis en partage de connexion. Voilà, donc désolé, je vais couper ma caméra, mais ça va peut-être fluidifier les échanges. Ok, donc évidemment, hop là, pardon, on va remettre en grand. Donc le déploiement, c'est très bien, ça s'installe sur le terrain, et puis voilà, malgré tout, il y a parfois des complexités, des difficultés, des dysfonctionnements. Les choses qu'on a pensées en laboratoire la confronter à la réalité du terrain, on va dire, c'est parfois un petit peu plus compliqué que prévu. Et puis la réalité du terrain, quand on est en centre-ville, en zone périphérique ou en zone rurale ou en montagne ou je ne sais où, évidemment, les réalités de terrain sont très différentes. Donc l'idée, c'est quand même aussi de suivre ce déploiement et de vous permettre de vous engager avec nous sur les améliorations et les actions correctives qu'on peut faire, et donc d'identifier, grâce à vous, des problématiques qui surviennent, soit liées d'un côté à des dysfonctionnements logiciels parce que voilà, il y a des choses qui sont peut-être pas complètement sèches partout tout le temps et qu'il faut roder un peu les dispositifs, et puis aussi des problématiques qui apparaissent liées, je sais pas, un certificat serveur qui pourrait manquer, une fonctionnalité qui est mal pensée, quelque chose qui avait été imaginé mais qui en fait est inapplicable, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de vous permettre de nous remonter ces informations. Donc c'est ce qu'on appelle le dispositif Sentinelle. Donc ce dispositif avait été initialement mis en place pour les pardon. Est-ce que alors je sais pas, j'arrive pas à savoir si je diffuse mon écran ou pas en fait. Non, a priori ça marche pas. Alors attendez, je vais couper le partage et je recommence. Désolé, partager. Je vais partager mon écran complet. Fenêtre, écran complet, voilà. Hop, partager. Et voilà, là normalement, ça devrait être bon.
Donc, je disais, ce dispositif Sentinelle a été mis en place initialement pour le couloir médecine de ville suite à des complexités qui ont été identifiées au démarrage du déploiement sur le territoire. Et donc, on étend ce dispositif aussi aux pharmacies d'officine. Alors, pour les autres, évidemment, on est aussi en veille des dysfonctionnements, mais le périmètre d'application étant plus petit, c'est entre guillemets plus facile à suivre de façon rapprochée. Là, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, vous êtes quand même un nombre, on va dire, conséquent par rapport aux autres couloirs. Et donc, on met en place ce dispositif Sentinelle. En fait, ça consiste très simplement à suivre ces échanges et les difficultés que vous rencontrez. Donc, on a deux grands éléments. Donc, c'est la phase de diagnostic qui est donc de suivre les éléments que vous allez nous remonter. Pour ça, il y a un formulaire sur le site de l'Agence du numérique en santé qui s'appelle le formulaire Sentinelle, dans lequel vous déversez ce que vous avez comme complexité qui arrive. Et nous, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va trier et aiguiller, on va dire, les remontées. On va essayer de les classer. D'abord, ce qui relève de dysfonctionnement, qui relève de l'éditeur en question, en fait, on va le renvoyer vers l'éditeur, on va faire des synthèses hebdomadaires et on va leur renvoyer un certain nombre de choses. Par exemple, on a eu des remontées sur les premières installations Ségur sur des éléments qui relèvent de la facturation, des droits de mutuelle, d'interrogation des services ADRI, des choses comme ça. Donc ça, c'est typiquement des sujets qui sont pas des sujets Ségur, donc qui relèvent de l'éditeur. Donc ça, on renvoie en fait ce package côté éditeur, et puis du coup, charge à eux de corriger. Néanmoins, on va quand même s'assurer auprès d'eux que les éléments qui ont été transmis par nos soins ont bien été pris en compte par l'éditeur. On va pas juste leur faire suivre le truc, on va quand même suivre l'affaire de façon à ce que derrière ce soit suivi des faits. Et puis tout ce qui relève en fait des fonctionnalités Ségur et qui sont des points de complexité ou de difficulté que vous rencontrez, on va les prendre en compte et on va intégrer ces éléments dans la vague 2 de façon à ce qu'on ait des actions correctives. Et si on identifie des sujets entre guillemets urgents et bloquants de fonctionnalité, dans ce cas-là, on aura une phase de corrective, on va dire urgente, phase dite sentinelle, qui sera une espèce de correction urgente. Bon, pour l'instant, on n'en a pas encore identifié urgente à ce point, mais voilà. Et puis, vous allez recevoir également, au fur et à mesure des installations Ségur, on va attendre un délai à peu près de 6-8 semaines après la réception de la facture par l'éditeur, pour pouvoir vous interroger, vous, sur une tendance de l'installation. Donc, c'est un tout petit formulaire, il y a 3 clics et un commentaire pour que vous puissiez nous dire comment s'est déroulée la prestation Ségur pour votre officine. Donc, on a déjà fait un premier envoi auprès des 6000 premières officines qui ont été installées Ségur. Et là, vous voyez, on en a 2000 de plus maintenant. Et donc, on va prendre en compte ces éléments. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai tout dit et évidemment, bien sûr, rien ne vaut les visites de terrain et la rencontre avec des vrais humains plutôt qu'avec des formulaires, bien sûr. Donc, vous avez toujours vos interlocuteurs habituels, que ce soit dans les caisses primaires avec le réseau des délégués au numérique en santé, les grades, les ARS. Vous pouvez passer aussi par vos URPS si vous le souhaitez. On est en lien en fait avec l'ensemble de l'écosystème et de toute façon, ça va nous remonter. Même les groupements, on a très régulièrement des interactions avec vos groupements, avec bien sûr les syndicats, le Conseil de l'ordre. Donc n'hésitez pas aussi à venir à leur remonter aussi des choses de façon plus qualitative, si vous le souhaitez, passer par ces intermédiaires qui de toute façon finiront aussi par nous remonter et nous apporteront du contenu, on va dire, pour pouvoir améliorer tout ça, bien sûr. Voilà. Et puis, on a aussi organisé des visites. Je me suis rendu la semaine dernière et je les en remercie dans 3 officines à Lyon, dans la région lyonnaise. Tout simplement parce que c'est là que j'habite. Et puis demain, on va aller voir 2 officines en région, enfin dans Paris, pour voir sur le terrain un peu comment les choses se passent. Et puis au fur et à mesure du déploiement, on va plutôt à la rentrée là maintenant voir d'autres officines aussi sur le terrain, vous rencontrer, aller à votre rencontre. Voilà. Alors évidemment, on ne pourra pas faire les 21 000 officines de France, les 20 500 officines de France, bien sûr, mais en tout cas, sachez que
on se déplace aussi sur le terrain pour discuter avec vous, pour vous rencontrer. Voilà, et donc on est preneur de façon très simple et très directe de vos retours, parce que déjà ils sont toujours constructifs, voilà, et l'objectif c'est d'améliorer évidemment le service rendu aux patients et à nos concitoyens. Voilà, pouvoir public, dommage. Désolé pour la faute. Identifier, donc mettre en œuvre cette alimentation et donc accompagner la mise en puissance, la montée en puissance de ces nouvelles pratiques. Bon voilà, ça c'est le questionnaire de satisfaction. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. C'est vraiment, on vous demande votre LGO, si vous êtes satisfait. Enfin, il y a 3 questions, 2 questions de 1 à 5, un oui non et votre commentaire. Donc c'est quelque chose de très rapide, très très simple. On va vous partager les toutes premières réponses qu'on a eues. Donc quand on l'a envoyé, voilà, un peu moins de 300 premières réponses. Voici comment ça se traduit de façon très transparente. Êtes-vous satisfait de l'accompagnement de vos éditeurs? Donc on a quand même des éléments plutôt relativement positifs, globalement, ça se passe pas si mal. Après, on a comment dire, parfois des complexités qui s'appuient, mais voilà. Donc l'idée, c'est quand même aussi d'améliorer tout ça. La prestation Ségur a une nouvelle fonctionnalité fournie par l'éditeur. Donc là, on a comment dire, une note un peu moins bonne, mais qui finalement est voilà, assez moyenne entre guillemets pour l'instant. On reviendra aussi sur la question des usages et de la montée en puissance de ces usages, parce qu'en fait les fonctionnalités sont pas encore toutes déployées. Donc là-dessus, on prend ces éléments, évidemment, on s'interroge et on avance là-dessus sur l'accompagnement sur ces éléments. Et puis évidemment, il y a tout le qualitatif qui arrive à travers les commentaires qu'on va aussi analyser pour pouvoir faire des grands axes d'amélioration autour de tout ça. Donc, notamment sur les questions de formation et d'accompagnement. On entend bien que évidemment c'est toujours plus agréable et plus simple pour vous d'avoir des gens qui se déplacent, qui viennent chez vous, plutôt que de suivre encore des énièmes webinaires, de la documentation, des choses comme ça. Après, voilà, à adapter et à prendre en compte côté éditeur et côté aussi formation continue, pour lequel vous n'êtes pas sans savoir que on a aussi des actions sur le numérique en santé, dans les formations à la fois initiales et les formations continues des professionnels de santé. Voilà, donc on note aussi des choses sur la partie des choses entre guillemets non abouties, notamment ça ce sont des éléments, donc les MSS qui ne sont pas intégrés au logiciel, les accès directs à mon espace santé, et ça ce sont des éléments qui sont dans la vague 2. Je vous rappelle, la finalité de la vague 1, c'était d'avoir l'alimentation de mon espace santé, donc dans le sens professionnel vers mon espace santé pour créer du contenu. Dès à présent, on peut vous dire que, par exemple, on est arrivé aujourd'hui à plus de 10 millions de documents par mois versés dans mon espace santé en termes de rythme de croisière en moyenne annuelle. Donc on est à une moyenne de 10 millions de documents par mois. Ça correspond à ce qui était dans le DMP avant l'arrivée de mon espace santé depuis l'origine du DMP. Donc vous imaginez que tous les mois, on fait ce qu'on a fait pendant toute la durée du DMP antérieurement à mon espace santé aujourd'hui. Et les choses continuent de s'accélérer puisqu'à la fin de l'année, on ambitionne de faire le double de façon mensuelle. Donc c'est voilà, on va dire une dynamique est enclenchée, les choses se déploient, ça s'avance bien, mais effectivement vous avez entièrement raison. Il faut absolument que le phénomène inverse, c'est-à-dire alimenter directement vos logiciels par les données contenues dans mon espace santé, et donc ça c'est l'objectif de la vague 2, on va y revenir dans un instant. On a effectivement, alors ça c'est le point d'achoppement qui arrive très souvent, et très fréquemment, on est interrogé sur l'identité nationale de santé. Je le redis, et je pense qu'il y aura certainement des questions sur le sujet, pensez identito-vigilance, pousser le document dans le bon dossier médical, dans le bon espace santé, dans le bon profil, c'est de l'identito-vigilance. Et si vous comprenez le processus de l'identité nationale de santé comme un processus de contrôle, de lutte contre la fraude ou de contrôle d'identité de type police, eh bien, c'est que vous n'avez pas compris en fait la finalité de l'identité nationale de santé. Elle a une finalité d'identito-vigilance et de s'assurer que le bon document est dans le bon dossier médical, tout simplement parce que si demain vous devez consulter un compte-rendu de biologie, une lettre de sortie hospitalière,
un compte-rendu d'infirmier ou je ne sais quelle lettre d'information d'un médecin, il faut que vous ayez la garantie absolue que vous parliez bien du bon patient et quand vous allez télécharger le document, vous ayez la certitude que le document que vous lisez est bien en lien avec la personne qui est de l'autre côté du comptoir ou qui pour lequel vous prodiguez une dispensation ou un conseil. Et à l'inverse, évidemment, vos collègues des autres professionnels du réseau et qui coopèrent autour de vous, avec vous, autour du patient, évidemment, ont exactement la même exigence de sécurité pour le patient. Et donc, voilà, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est un contexte difficile, que c'est pas simple. Voilà, sachez que en plus, à terme, avec le déploiement de l'application Carte Vitale, dans sa version 2, ce sera transparent. L'application Carte Vitale version 2 fera la qualification des INS en automatique à partir du moment où la personne s'en servira. Donc, en attendant ça, il y a effectivement cette phase de montée en puissance et de prise en main du dispositif, mais c'est un prérequis et je pense que vous en conviendrez indispensable en termes d'identito-vigilance et de sécurité pour vos patients, bien sûr. Alors, je vais basculer sur l'enregistrement. Je vais dérouler la totalité, puis après je reprendrai vos questions au fil de l'eau. Voilà, j'espère que quelqu'un pourra me lire les questions, sinon je les reprendrai. Mais voilà. L'enregistrement des préparateurs en officine. Donc ça, c'est quelque chose qui a été annoncé à l'occasion de Pharmagora au mois de mars dernier, sur lequel on a travaillé, non, mars ou avril, je sais plus, enfin peut-être début avril d'ailleurs, Pharmagora. On avait annoncer en fait l'enregistrement des préparateurs d'officine. Ces préparateurs, en fait, c'est important qu'ils soient enregistrés dans le RPPS parce que dans la vague 2, vous allez consulter le DMP et que pour ça, alors même si vous le lisez dans le, comment dire, à travers vos LGO, la CNIL, en fait, les autorités de sécurité et d'identité liées à l'informatique et liberté, impose, et ça c'est le législateur qui l'a choisi, impose qu'on puisse identifier de façon nominative les personnes qui consultent le DMP. En tant que citoyen, vous imaginez bien que ce qui vous intéresse, si quelqu'un consulte le DMP, c'est de savoir, c'est pas l'hôpital bidule ou la pharmacie bidule qui a consulté, mais vous voulez savoir qui, au sein de l'établissement, a consulté vos documents de santé. Est-ce qu'il est bien légitime à consulter vos documents de santé? Bon, vous avez tous en tête probablement l'affaire Palmade avec des consultations indues et dont on ne sait pas de façon très claire identifier des choses, des consultations. Voilà. Et l'idée et donc vous serez informés, vos patients seront informés que vous avez consulté le dossier médical et les documents de santé. Et s'ils jugent que cette consultation est indue, eh bien, dans ce cas-là, de façon complètement légitime, ils seront en droit de demander des comptes. Voilà. Donc, sachez aussi que ça, c'est entièrement tracé. C'est puni de plusieurs années d'amende et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende pour toute consultation indue, non justifiée. Voilà, il y a des dispositifs qui permettent, des dispositifs bris de glace, des dispositifs qui vous autorisent à le faire dans un cadre. Et donc, après, vous devrez rendre compte dans ce cadre que c'était bon, mais aussi rendre des comptes si jamais vous avez de façon indue consulter des données médicales que vous n'auriez pas dû consulter. Donc ça fait partie de la responsabilité individuelle de chacun en tant que professionnel de santé. Et donc, pour pouvoir assumer ces éléments-là, il faut fournir une identité nationale de santé et une identité numérique comme vous avez des CPS et des ICPS à l'ensemble des préparateurs en officine. Donc ça, ce sera, c'est en cours, c'est déjà opérationnel, c'est-à-dire qu'on a des tests qui ont été réalisés et de l'ordre d'une dizaine de préparateurs aujourd'hui qui sont dotés de ICPS. Et ce sont les pharmaciens qui sont ce qu'on appelle les autorités d'enregistrement, c'est-à-dire que même s'ils ont une clé d'accès au dispositif des données médicales des patients, c'est l'employeur qui autorise ou non, qui certifie ou non les compétences des personnes, puisque vous les avez embauchées au titre de préparateur. Et bien donc vous reconnaissez leurs compétences et vous avez tous les éléments qui permettent de le justifier en tant qu'employeur. Et donc vous avez ces éléments-là. Donc de façon très simple, soit le préparateur s'enregistre et demande son enregistrement sur le portail RPPS, où le titulaire fait la démarche de bout en bout.
Pour le préparateur, il faut qu'il ait une identité France Connect pour pouvoir gérer son inscription au RPPS. Et puis le titulaire, en fait, lui, c'est simplement une interface de saisie et il va saisir l'ensemble de l'identité du préparateur là-dessus. Ensuite, c'est le titulaire de l'officine qui va valider et transmettre les informations pour dire oui, je reconnais que cette personne travaille bien dans mon officine en qualité de préparateur. Donc il y a une case à cocher une fois que l'identité est saisie. L'ANS, une fois validée par l'employeur, l'ANS va intégrer et attribuer ce numéro RPPS et la carte ICPS peut être activée ensuite pour mettre en place ce dispositif. Très concrètement, aujourd'hui, ça s'arrête là à très court terme. C'est-à-dire qu'il faut à peu près compter entre 48 et 72 heures, une fois que le titulaire a validé, jusqu'à la possibilité d'activer la ICPS. Il y a des délais de traitement liés aux infrastructures techniques et répercussions des données dans les différents systèmes qui font qu'il y a à peu près un délai de 48 heures, à peu près 48-72 heures. Ces éléments-là, ensuite, une fois que le préparateur a activé la ICPS, cette ICPS, en fait, elle n'ouvre aucune. Vous avez une clé, mais qui n'ouvre encore aucune serrure à ce jour. On travaille en parallèle à intégrer le code préparateur, en fait, la clé, vos clés en tant que qualité de préparateur, dans les dispositifs pour lesquels vous avez besoin d'utiliser. Ça pourrait être Amélie Pro, ça pourrait être évidemment le DMP. On pourrait imaginer, alors aujourd'hui là ça va s'arrêter, mais ça aurait pu être CIDEP demain, si vous faites de la saisie dans CIDEP, des choses comme ça. Donc tous ces éléments-là sont aussi en parallèle en train de se mettre en place et ce sera utile au moment de la vague 2, plutôt en 2025, le temps que les éditeurs fassent leur travail et voilà. Et fin 2025, de toute façon, vous avez une obligation d'avoir ce genre de clés à votre disposition. Donc tout ça, en fait, ça va permettre cette intégration dans le dispositif. Donc déjà, vous allez intégrer le RPPS pour les préparateurs. C'est une première étape. Et ensuite, en parallèle, on s'emploie à créer les serrures, à adapter les serrures, on va dire, des différents systèmes d'information pour lesquels vous avez des besoins d'en connaître. Un dernier point aussi, l'objectif, et ça c'est un travail qu'on a et pour lesquels, pour le coup, vos représentants professionnels sont très vigilants et les éditeurs de logiciels aussi. L'idée, c'est pas à la fin de donner des téléphones portables à chaque préparateur et qu'ils soient greffés au fond de la main pour pouvoir taper des codes ICPS pour accéder au logiciel de l'officine à chaque fois qu'on fait une ordonnance, qu'on exécute une ordonnance. Ça n'est absolument pas l'objectif. L'idée, en parallèle de ça aussi, et ça, ce sera dans les exigences de la vague 2 Ségur, l'utilisation de la ICPS devra être compatible en termes d'ergonomie avec un travail au comptoir. Et c'est pas des gens, on va pas mettre dans toutes les officines des gens qui sont la tête dans leur téléphone portable à taper des codes ICPS toute la journée. Donc il faut qu'on ait des modalités ensuite de mise en œuvre sur le terrain qui permettent à la fois de garantir un niveau de sécurité qui soit, on va dire, qualifié de substantiel, mais compatible avec évidemment l'exercice du comptoir. De façon très concrète, l'idée c'est vous auriez une double authentification forte avec le téléphone portable par exemple le matin ou avec un ordinateur le matin en arrivant au boulot, et puis tout le reste de la journée ça pourrait être un badge, une clé, un dispositif de biométrie, enfin je ne sais pas à quel moyen, qui permettrait de déverrouiller en fait sans contact par exemple le poste de travail et de pouvoir changer de poste de travail au sein d'une officine de façon complètement transparente avec un simple badge ou par reconnaissance faciale par exemple. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille, hein. Les choses ne sont pas encore complètement sèches, mais ça fera bien partie des exigences de la vague 2, de prendre en compte le contexte particulier à la fois de la mobilité au sein de l'officine et du travail au comptoir pour ne pas vous mettre un nouvel outil dans les mains en plus d'avoir le sac de médicaments greffé au fond de la main, quoi. Donc ça, on est bien vigilant et je peux vous assurer que vos représentants professionnels et les éditeurs sont aussi extrêmement vigilants à ce point qui est très très loin d'être un détail. Alors ensuite, cette nouvelle fonctionnalité d'ordonnance, d'envoi d'ordonnance via la messagerie sécurisée citoyenne. Donc vous savez que
jusqu'à présent, donc dans mon espace santé, nous avons tous, en tant que citoyens, une messagerie citoyenne sécurisée qui permet d'interagir avec les professionnels de santé. Il y a un point de blocage, et qui est volontaire, hein, évidemment, c'est pas lié au hasard, c'est que la conversation s'effectue à l'initiative du médecin, du professionnel de santé. Et donc nous avons intégré, à la fois parce que c'était une demande, d'abord c'est un usage évidemment constaté et très fréquent que les ordonnances arrivent par voie de mail dans les officines, hein, on le voit partout quand on se promène en ville. Donc voilà, l'idée c'est de le faire mais par voie sécurisée et de le faire à l'initiative du patient, parce qu'évidemment on ne va pas vous demander d'écrire à tous vos patients pour pouvoir ouvrir le canal et recevoir les ordonnances. Donc concrètement, comment ça va se passer? Le médecin va réaliser une ordonnance. Cette ordonnance, qu'elle soit ordonnance numérique ou ordonnance entre guillemets classique, à partir du moment où le médecin l'enregistre, il y a une copie qui est matérialisée dans l'espace, dans mon espace santé pour le patient, en plus de la remettre en main propre au patient, hein, bien sûr, toujours. Le patient va être notifié et va accéder à son document dans mon espace santé et en fait, de façon très simple, va pouvoir en un clic partager ce document avec la pharmacie de son choix via sa messagerie et à son initiative. Donc il va se voir proposer, quand il va partager et choisir un destinataire, dans un premier temps, en premier lieu, les officines pour lesquelles il a déjà eu des remboursements, c'est-à-dire les pharmacies pour lesquelles il est déjà connu, et pour lesquels l'assurance maladie a des remboursements qui ont été effectués au sein de cette officine. Éventuellement, le patient peut chercher dans l'annuaire d'autres officines, mais c'est quelque chose qu'on met en deuxième rideau. L'idée, c'est d'abord dans les officines, on va dire, dans lesquelles on est déjà connu, hein, au moins, enfin en tout cas, on suppose évidemment que si la personne est venue une fois, elle va apparaître dans la liste quand même, mais bon, on considère en tout cas que ces officines sont les officines entre guillemets privilégiées par le patient. Et le pharmacien va recevoir sur la messagerie, alors attention, là, pour apparaître dans tout ça, c'est la messagerie organisationnelle, hein, c'est pas des messageries personnelles, pour pouvoir réceptionner ce message. Et donc préparer la commande, répondre que vous avez du stock, enfin tous ces éléments-là. Donc ça va demander à veiller effectivement ces messageries organisationnelles, tous ces éléments. Donc tout ça c'est extrêmement important. On sait que voilà, on a identifié là une petite difficulté dans la mise à jour de l'annuaire au sein de mon espace santé, puisqu'on sait qu'il y a des officines là, qui commencent à s'équiper de ces messageries d'organisation. Donc voilà, on est en train de faire pareil pour nous. On a aussi nos petits réglages et nos ajustements à faire, comme tout le monde. Et donc voilà, les choses se mettent en place et commencent à se roder doucement. Pourquoi la messagerie d'organisation? Parce que on considère que l'envoi, en fait, ça correspond à l'usage de l'officine. C'est-à-dire que quand je rentre dans une officine, j'ai pas priori choisi à qui je vais m'adresser. Et donc la messagerie d'organisation, c'est pareil, et puis ça évitera que quand le pharmacien n'est pas en vacances, il soit obligé de laisser sa carte CPS derrière lui pour veiller sa messagerie personnelle. Néanmoins, pour les pharmaciens, c'est quand même important de conserver les messageries personnelles que vous avez, pour notamment le rôle de pharmacien correspondant. C'est-à-dire que la messagerie d'organisation, c'est la messagerie de l'équipe. La messagerie personnelle, vous pouvez la voir comme votre messagerie, on va dire en qualité de pharmacien correspondant. Vous avez probablement des échanges, ou en tout cas vous allez de plus en plus avoir des échanges avec d'autres professionnels de santé sur des prises en charge complexes, des patients particuliers, des problématiques que vous voulez aborder. Et toute la pharmacie n'a pas forcément besoin de connaître tous les détails. Donc vous pourrez utiliser vos messageries personnelles à cette fin, et les messageries d'organisation plutôt pour les questions d'équipe, notamment liées à la logistique. Voilà. Et le dernier point très important, c'est que, et ça c'est un rappel qu'on fait aussi aux patients, le fait d'avoir envoyé par voie dématérialisée l'ordonnance ne dispense pas le patient de venir avec une ordonnance originale et de la présenter au comptoir, même une ordonnance numérique. Aujourd'hui, en l'état du droit, le patient doit présenter une ordonnance. Voilà. Donc on sait que il y a du Doctolib, que tous les jours vous voyez des écrans avec des ordonnances dessus, voilà. En tout cas, nous, le rappel qu'on fait, c'est l'obligation de présenter une ordonnance et le dispositif qu'on met en place, à date, ne dispense pas le patient
de présenter une ordonnance physique. Les choses évolueront probablement dans le temps, mais en tout cas, l'application du cadre réglementaire continue de s'appliquer, et c'est une facilité logistique, mais pas un changement réglementaire pour l'instant. Voilà, alors pour s'équiper de balles organisationnelles, je ne vais pas trop me rentrer dans le détail, vous aurez le support et puis vous pouvez faire probablement une capture d'écran sur cette diapo. Donc voilà, il faut aller choisir votre opérateur. Mélise ne fournit pas de balles organisationnelles, ça c'est fait et c'est dit. Donc vous avez en fait un certain nombre d'opérateurs sur le territoire qui proposent ce genre de messagerie. Voilà, et on est en train de corriger en fait notre petit dysfonctionnement aussi sur ces mises à jour. Donc continuez de vous équiper. On est en train de régler là, les problèmes de mise à jour de la liste des pharmacies qui s'équipent et qui s'intègrent dans la liste des messageries des officines contactables, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, enfin qu'on peut contacter par officine, enfin depuis mon espace santé. Voilà. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail sur les offres. Vous avez des panoramas, vous aurez le support. On vous mettra. D'ailleurs, si je demande si Damien ou Antoine, vous pouvez mettre dans le lien à la fois le formulaire Sentinelle et peut-être mettre les liens vers les différents documents là qui sont dans le support. Ça serait chouette pour tout le monde. Comme ça, vous pourrez commencer à voir pour ceux qui le souhaitent dès maintenant. Oui. Merci. Alors, la vague 2 Ségur, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour vous laisser du temps pour les questions, parce que je vois que le temps file et je suis très bavard, j'en suis désolé. La vague 2, donc elle est en cours de construction avec les éditeurs. On a beaucoup discuté déjà avec vos représentants professionnels, beaucoup discuté aussi sur le terrain avec vous en direct, dans les colloques, les salons, enfin tous ces éléments-là. Évidemment, à chaque fois, on rencontre des pharmaciens et bien sûr, vous nous interrogez sur tout ça. Donc, peut-être que ça n'a pas l'air, mais on enregistre ce que vous nous dites et en tout cas on en tient compte et on essaye après voilà de trouver l'équilibre dans tout ce que vous nous dites pour pouvoir gérer tout ça. On aura des évolutions, donc il y a les sujets cœur, ça tourne toujours autour du DMP, mais en mode consultation. La messagerie sécurisée de santé également en intégré logiciel, en entrée et en sortie, et indépendamment du porteur de l'opérateur de messagerie. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Oula, il y a du bruit sur les micros. Comment dire, aujourd'hui, les messageries, c'est encore un petit peu cas, enfin, c'est pas complètement interopérable. Tous ces sujets-là, c'est terminé. D'ici la fin de l'année, on aura des messageries interopérables pour tout le monde et des flux entrants logiciels et sortants avec les opérateurs de messagerie que vous souhaitez. Alors, dans la vague 2, voilà, vous pourrez choisir et tous les opérateurs, tous les LGO devront être capables de proposer des interfaces avec votre fournisseur de messagerie de votre choix. Voilà, donc ça c'est à l'installation de la vague 2, un petit peu de délai, mais en tout cas c'est bien la trajectoire. Et puis on a des petits sujets dits entre guillemets périphériques. Alors c'est pas que l'ordonnance numérique est moins importante, est un sujet périphérique, mais c'est juste que c'est pas considéré comme un sujet cœur parce qu'il est spécifique. En tout cas pour l'instant, médecine de ville et officine, et on va l'intégrer dans les nouvelles task force là pour les dentistes et les sages-femmes par exemple. Voilà, donc un certain nombre de sujets comme ça qui apparaissent. La note de dépistage, c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est que comme vous avez les notes de vaccination, qu'on puisse aussi intégrer directement les notes de dépistage, et notamment si demain on devait revivre, est-ce que personne ne souhaite bien sûr un nouveau Covid ou quelque chose de cette nature, si on devait faire des dépistages massifs, que vous puissiez les faire directement dans vos LGO et ne pas avoir à vous connecter à des plateformes tierces pour le faire, sauf si vous êtes en mode déporté et que vous n'avez pas accès à votre LGO dans une salle des fêtes ou je ne sais quoi, et là évidemment il faudra qu'on ait un portail, mais que quand ça se passe à l'officine et que vous avez vos outils de travail, vous puissiez le gérer depuis votre outil de travail et pas dans des plateformes tierces. Donc ça fait partie des petits sujets qu'on aimerait bien porter dans le niveau, dans le cadre Ségur Vague 2. Je le redis, le Vague 2, c'est vraiment intégrer les informations dans vos logiciels en direct, que ce soit par flux de messagerie ou par consultation du DMP,
Il y aura des exigences de sécurité informatique également. Donc ça, le problème de la sécurité informatique, c'est que ce sont beaucoup des contraintes et voilà. Mais vous comprendrez quand même que on joue pas avec des données de santé comme on joue avec des M&M's et que on n'est pas en train de jouer aux billes. Et donc nos concitoyens ont aussi des niveaux d'exigence importants. Et c'est la clé de la confiance aussi, hein, réciproque sur tout ça. Donc voilà, et ça va évidemment aussi avec des contraintes, mais c'est l'importance de tout ça. Hein. Aujourd'hui ou hier, je sais plus, les HCL ont été piratés. On a tous les jours des hôpitaux qui sont attaqués. Il y a eu des officines qui également ont été attaquées et ont subi des ransomware ou des choses comme ça. Donc il faut absolument renforcer tout ça. Voilà, et ça va bien sûr avec des contraintes, mais ça malheureusement, j'espère que vous en comprendrez l'utilité et la nécessité surtout. Voilà, l'ordonnance numérique, évidemment, il y aura aussi des évolutions sur le DP. Dossier pharmaceutique va encore un petit peu bouger pour pouvoir continuer à s'adapter à tout ça pour intégrer en fait ces évolutions Ségur. Voilà, j'arrive à la conclusion. Un calendrier prévisionnel qui nous, entre guillemets, qui est encore très, comment dire, work in progress. Hein, on est en cours, donc on ne s'interdira pas, si les choses sont pas sèches, de s'adapter dans à la réalité de l'avancement de nos travaux. Hein. On va pas se mettre la rate au courbouillon et publier des choses qui sont pas sèches. Donc on prendra le temps nécessaire, mais en tout cas, vu d'aujourd'hui, les éléments, donc ça va être surtout on a quelques points là à discuter. On aura des échanges importants au courant du dernier trimestre. L'idée, ça serait de pouvoir permettre la publication des documents vague 2 pour, on va dire, le début de l'année 2024. Et puis ensuite, un délai à peu près équivalent à ce que vous avez connu dans la vague 1. Donc, si vous reprenez les dates, à peu près, je n'ai plus trop en tête, 16 mois de développement plus référencement, plus après un déploiement en conséquence. Donc, voilà, ça va arriver. On est au milieu du chemin. Les choses s'organisent, mais voilà, elles s'organisent plutôt bien. Finalement, c'est 1 an et demi depuis le début, beaucoup, enfin presque 2 ans maintenant même d'ailleurs. On a quand même beaucoup avancé. Hein, les choses, je suis pas sûr que 2 ans en arrière, on aurait pu dire, ça y est, on a la moitié des officines, presque un tiers des officines équipées Ségur avec des notes de vaccination qui circulent, des ordonnances numériques qui s'exécutent, des choses comme ça. Voilà, donc on est au milieu du gué, voilà, il y a encore du chemin devant nous, mais on sent qu'il y a de la transformation et on compte sur vous pour nous aider à faire en sorte que on puisse vous accompagner en fait, tout simplement. Voilà, je vais passer à la phase de questions. J'ai beaucoup parlé, j'en suis désolé. Je vais couper mon écran et puis du coup, alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me lire les questions. Ouais, Xavier, je vais te lire les Vas-y. questions. Merci. Alors, il y a pas mal de tri à faire. Parce que du coup, il y a pas mal de messages. Donc j'en ai répondu certaines par écrit, donc je vais pas redire celle-ci. Tac, 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 je parcours. Il y a juste une remarque, hein, c'est pas forcément une question, mais très important, installation et formation de qualité. Oui, complètement d'accord avec vous. C'est un point très important. On est vigilant là-dessus, on est attentif à vos retours et on fait des retours aussi aux éditeurs en fonction de votre vécu sur tout ça. Après, mais oui, vous avez entièrement raison. Important. Il y avait une autre question plutôt sur l'aspect concrètement comment on fait les choses, donc que ce soit pour l'enregistrement des préparateurs et l'acquisition de balles organisationnelles. Alors, l'acquisition des balles organisationnelles, j'en ai parlé rapidement, mais vous aurez le support et vous pourrez avoir les éléments. On a des notes qui ont été faites avec le CNGPO aussi qui permet qui seront relayées par les groupements d'officines, les syndicats à l'ordre et tout ça. On va vous mettre à disposition une page web aussi sur le site de l'ANS sur comment je fais concrètement pour aller chercher un fournisseur. Enfin, donc ça, c'est en cours de rédaction. Vous pouvez contacter aussi vos grades qui peuvent vous accompagner là-dedans, vos URPS qui connaissent bien ces sujets et qui sont en lien avec l'ARS, le grade, enfin vos correspondants régionaux. Ils connaissent ça par cœur et ils pourront vous accompagner là-dedans. Concernant les préparateurs, donc j'en ai parlé,
on a résolu les problèmes techniques. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on avait une dizaine de préparateurs qui étaient déjà intégrés, mais on avait identifié entre guillemets une faille, pas une faille, mais une fragilité, on va dire, sur le serveur. Et si on avait ouvert le service, en fait, tout serait tombé et on n'aurait jamais enregistré personne. Parce qu'en fait, voilà, ça tenait pas la charge. Donc ça a été corrigé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On avait quelques difficultés sur ce point. Donc ça a été corrigé, c'est terminé. Et là, demain, j'ai une réunion justement avec mes collègues de l'ANS pour déployer le plan de com et lancer les choses. Donc ça arrive incessamment sous peu. Pour pouvoir commencer ce travail de référencement, d'enregistrement des préparateurs dans le RPPS. On est sur le point de le démarrer. L'affaire de quelques jours, semaines, est-ce que c'est opportun de le faire au mois d'août ou d'attendre la rentrée de septembre? Bon, faut qu'on discute de tout ça, mais enfin, on est sur le point de démarrer. Il n'y a plus d'obstacles techniques. Donc, du coup, maintenant, c'est à notre main de lancer le go, quoi. Voilà. Et Donc, vous aurez aussi des supports. Ouais, en complément, exactement, il y aura des guides d'accompagnement. Tout à fait. Ouais. On Une fera fois peut-être que une le petite service sera vidéo, ouvert. quelque chose, mais voilà, ce sera. On est bientôt prêt. Toujours sur ce sujet RPPS, je vois qu'il y avait quelques échanges sur le sujet. C'est juste pour préciser. Il y a bien deux options, hein. L'initialisation de l'enregistrement peut être fait par le préparateur, puis validation du titulaire, du responsable de la pharmacie. Ou alors, effectivement, le responsable peut prendre la main directement pour enregistrer le préparateur dans le RPPS. Donc voilà, c'était juste pour compléter les discussions qu'il y avait sur le sujet. Par contre, quid des préparateurs intérimaires et des changements d'employeur? Ouais, alors d'abord, disposer d'une ICPS, c'est disposer d'une ICPS. En fonction de la date du contrat de travail, les droits d'accès s'éteignent ou s'éteignent pas. Si, par exemple, une fois que vous êtes enregistré, vous avez juste, si vous avez un contrat à durée déterminée, le pharmacien peut mettre la fin du contrat dans le dispositif. Et du coup, à cette date-là, les droits, vous gardez votre enregistrement dans le RPPS et votre ICPS, mais elle est entre guillemets désactivée, enfin elle vous ouvre plus les portes, comme le badge dans un hôtel où à un moment le truc il marche plus, quoi. Mais ceci dit, elle est toujours active, mais elle n'ouvre plus de porte. Et à partir du moment où vous retrouvez un contrat de travail, donc un préparateur qui rentre là-dedans, pas de souci. Pour les intérimaires, c'est un sujet qu'on a vraiment en tête. Pour l'instant, c'est pas dans le scope. On a des éléments, voilà, on l'a bien en tête. Idem pour les étudiants en pharmacie, on l'a bien en tête. Et ça, c'est le CNOP avec lequel on travaille pour réfléchir à ces points-là. Voilà, les intérimaires, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution court terme, parce qu'il faudrait donner un numéro finesse aux agences d'intérim, et pour le coup c'est pas fait. Donc voilà, on réfléchit, enfin on lance le truc, et pour les intérimaires effectivement il va y avoir un petit délai de décalage de réflexion. Enfin, faut qu'on pose les choses de façon au calme, mais de toute façon l'usage important qu'on veut, c'est au moment de la vague de Ségur. Donc voilà, conscient du truc, on l'a dans le viseur. Voilà, pas plus pour l'instant. Damien, tu vois que tu as aussi une partie, il n'y a pas que le chat, il y a la partie questions aussi à côté. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais voilà. Il y avait des questions. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, pardon. Le pré-enregistrement fonctionne. Pardon. Les délégués CEPAM vont-ils passer pour expliquer tout ça? Oui, il y a une campagne CEPAM, il y a une campagne de pub Mon Espace Santé qui va démarrer en septembre par l'assurance maladie, sur les grandes radios, on va beaucoup entendre parler de Mon Espace Santé et tout ça. Et effectivement, normalement, l'assurance maladie est en train là de déployer une campagne. J'ai visité d'ailleurs une pharmacie il y a un petit mois maintenant, où j'ai croisé les collègues des délégués là qui étaient en discussion avec le pharmacien et tout ça, donc c'est en cours. Quel est le montant du financement Ségur? Alors, il est variable en fonction de la taille. Il y a 4 catégories d'officines. Le prix a été construit sur la base du chiffre d'affaires médicaments hors médicaments chers. Sur le semestre, je sais plus, 2021 ou 22, extrapolé à l'année. Quelque chose dans ce style, parce que c'était au moment où on avait les éléments. En gros, le tarif, alors je vais vous faire de mémoire, j'ai plus exactement en tête, mais c'est de l'ordre de 600 € hors taxe jusqu'à 1000 € hors taxe, je crois, de cet ordre de grandeur. Je suis pas complètement, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est à peu près ça. Que l'éditeur recevra pour chacune des pharmacies qu'il a dans son parc client.
Combien d'officines sont équipées de MSS organisationnel? Alors, bah, ça, c'est un sujet qu'on avait. Alors, on avait 6000 officines équipées de MSS. J'ai pas encore les chiffres. Là, justement, j'ai demandé à avoir des éléments et surtout à suivre l'évolution récente. Je dirais comme ça à peu près. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. On avait 2 tiers des officines qui avaient une MSS, que ce soit le pharmacien ou l'officine, et 6000 officines équipées de messageries d'organisation. Donc un petit tiers, on va dire. Et 2 tiers, voilà. Mais ça, c'était des chiffres qui datent du premier trimestre à peu près, avec relativement peu de messages qui étaient échangés. On était de l'ordre, je crois, de mémoire dans le domaine des officines à 3000 messages par mois échangés via des MSS. Enfin, c'est autant dire, c'est ridicule. Donc voilà. Et donc évidemment, on est en train de suivre ça un peu comme le lait sur le feu. J'ai pas les derniers chiffres en tête là pour l'instant, mais on met ça en place effectivement. Sujet important, pourquoi le nom des propriétaires remonte pour la balle orga et non pas le nom commercial? Oui, alors ça c'est un point de correction. Il faudra se rapprocher du CNOP pour modifier. Ouais, et on a un point sur ce point-là. On l'a dans le viseur et vous aurez une procédure qui permettra. Alors soit vous avez enregistré auprès de l'ordre votre nom commercial et donc on va les taper dans la bonne case. Parce que tout simplement on a juste tapé dans la mauvaise case au début et voilà, donc on va aller corriger ça, et si votre nom commercial n'est pas enregistré auprès de l'ordre de façon satisfaisante, il y aura une procédure de mise à jour qui sera proposée, qu'on verra avec l'ordre et qu'on va discuter pour pouvoir prendre en compte ces éléments. Effectivement, vous avez raison, c'est un point d'amélioration aussi de notre côté. Est-ce que la messagerie organisationnelle de la pharmacie CISRA peut suffire? Donc ça, c'est les boîtes régionales. Les MSS organisationnelles, elles sont toutes, toutes peuvent suffire. Après, elles vont toutes devenir interopérables. Et dans la vague 2, tous les éditeurs devront intégrer la possibilité de prendre n'importe quelle boîte organisationnelle. Donc oui, ça peut suffire. Après, Si à pardon, terme... excuse-moi, pardon, juste un point, ça peut suffire, mais dans ce cas-là, aujourd'hui, elles ne sont pas intégrées dans vos LGO aujourd'hui. Mais par contre, elles pourront suffire, mais vous devez les veiller à côté, quoi. C'est ça. Pardon, vas-y. Si à terme, alors c'est une remarque, c'est pas une question, hein. Si à terme il n'y a pas de suppression de l'ordonnance physique, c'est une usine à gaz de plus. Alors, j'ai pas dit qu'on le ferait pas. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'était pas le cas. Après, le à terme, déjà, il faut définir le terme. On peut tout à fait imaginer que le à terme, ce soit à la discrétion du patient. Parce que le patient, et que à la limite, même si le patient a une ordonnance physique, que vous n'en ayez pas besoin pour exécuter l'ordonnance. Vous pouvez tout à fait, par exemple, le patient pourrait se présenter, soit vous présentez le numéro de l'ordonnance numérique, par exemple, ou vous allez vous connecter à mon espace santé du patient, récupérer son ordonnance numérique. Le fait qu'elle s'affiche à l'écran, ça récupère ça flash le QR code et ça vous appelle le truc et vous n'avez pas besoin, vous, de l'ordonnance papier. Ça, c'est le à terme. Et ce sera au choix du patient de demander au médecin de lui remettre une ordonnance numérique, enfin une ordonnance version papier, parce que pour lui c'est plus facile de suivre la posologie et de connaître le nom de ses médecins, de ses médicaments par exemple, ce genre de choses. Donc là pour l'instant on est dans une phase de transition, donc on va maintenir le dispositif qui est connu de tout le monde et qui fonctionne, faire monter en puissance les usages nouveaux autour des questions numériques, et probablement à la fin, on pourrait imaginer que le patient, il ait une ordonnance papier parce que lui, il a besoin, comme pense bête, de mettre sur le frigo la liste de ses médicaments, et que tant qu'à faire, autant lui donner un document papier, et puis c'est une personne âgée qui a besoin de papier, enfin peu importe la raison, mais que même à la limite, si elle vous le présente dans l'officine, à terme, on puisse imaginer que vous n'en ayez pas du tout besoin, et que le fait d'avoir son INS et tout ça permet de récupérer l'ordonnance automatiquement, de l'exécuter de façon complètement transparente, d'abandonner le dispositif SCORE. Enfin, voilà. Donc, on est dans une phase de construction qui vont vers ces usages, clairement. Alors, aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord, c'est plus compliqué que... Et c'est peut-être... Alors, je ne sais pas si vous voulez appeler ça une usine à gaz, mais voilà. Mais c'est parce que c'est en travaux, quoi.
Mais la direction vers laquelle on va, c'est probablement plutôt ça. Toujours sur le sujet ordonnance et envoi par balle MS Santé, pourquoi Mélis ne peut pas être utilisé pour ce cas d'usage? Alors Mélis, en fait, c'est l'opérateur public. C'est tout simplement, on est dans un pays d'économie libérale voilà. Donc en fait, Mélis offre un service minimal qui était l'obligation d'un professionnel de santé d'avoir une MSS. Voilà, point. Ensuite, il y a des services commerciaux, des services privés qui offrent comment ça s'appelle, un service. Et il s'avère que le droit français fait que quand un service privé propose quelque chose, l'État peut pas faire de concurrence déloyale là-dessus en offrant le service public gratuit. Et donc, on répond à l'exigence minimale qui est de permettre à chaque professionnel d'avoir une MSS gratuite, d'avoir une MSS. Et ça, c'est répondu par Mélis. Et pour l'instant, il n'y a pas de souhait d'élargir ce truc-là, ce socle-là. Après, peut-être qu'il y aura des réflexions qui vont venir s'élargir et tout ça. Là, pour l'instant, j'ai pas de visibilité sur ce sujet, mais en l'état, en tout cas aujourd'hui, c'est un peu la doctrine. Mais rien ne dit que la doctrine ne peut pas changer. Hein. Évidemment, vos représentants professionnels, l'ordre, enfin tous les acteurs font que, à force d'interroger, de réinterroger, de reposer des questions sur les doctrines, elles évoluent et ça tant mieux. Mais à date, en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que les pompiers font plus d'interventions pour les nids de guêpes, par exemple, parce qu'il y a des opérateurs qui se sont montés et qui offrent le service, et les choses évoluent de cette nature. Une remarque, mais qu'on a déjà dans le scope, une note à destination des médecins serait la bienvenue. Certains nous opposent la fourniture d'une e-prescription pour ne plus imprimer sur papier sécurisé, notamment concernant les prescriptions de stupéfiants. Oui, alors, pour l'instant, les ordonnances, même les ordonnances numériques pour les stupéfiants devraient être imprimées sur un papier sécurisé. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elles pourraient être exécutées. Or, vu qu'on n'a pas tant la capacité. Aujourd'hui, je crois que le chiffre des officines qui sont full ordonnance numérique, c'est quelques centaines. On en a beaucoup qui sont connectés au dispositif, mais c'est pas encore activement déployé. Donc, une ordonnance numérique, on va dire imprimée, elle va être exécutée en fait aujourd'hui dans la majorité des cas comme une ordonnance normale. Donc, une ordonnance de stupéfiant d'ordonnance numérique devrait être imprimée sur un papier sécurisé comme on le ferait pour une ordonnance normale de stupéfiant. Donc ça, c'est le dispositif aujourd'hui parce que on est en cours de construction. Dans un mode nominal, quand on aura déployé massivement l'ordonnance numérique, notamment en termes d'exécution et tout ça, l'ordonnance numérique en tant que telle, elle va porter, quand il s'agira des stupéfiants, les mentions obligatoires qui sont apportées sur une ordonnance de stupéfiants, toutes les trucs en toutes lettres, enfin tout le dispositif normal. Mais d'un point de vue technique, l'ordonnance numérique, que ce soit du Doliprane ou des stupéfiants, d'un point de vue technique, la sécurité sera la même et vous serez au même niveau de sécurité, c'est-à-dire qu'on porte le Doliprane au niveau de sécurité de la dispensation d'un stupéfiant. Voilà. Après, les mêmes mentions seront présentes sur les ordonnances de la même façon et tout ça, et on pourra, à ce moment-là, si on a la garantie que tout le monde exécute les ordonnances numériques en ordonnance numérique, et est en capacité de le faire, dans ce cas-là, on pourra s'affranchir des papiers sécurisés. Mais jusque-là, pour l'instant, effectivement, les ordonnances numériques doivent être imprimées sur du papier sécurisé en ce qui concerne les stupéfiants. Et ça, c'est des informations qu'on fait évidemment passer aux médecins, enfin que les collègues de l'assurance maladie vont porter auprès des médecins. Mais ça, c'est pareil, c'est la phase de transition, quoi. Voilà, c'est entre deux, quoi. Un sujet sur les données qui circulent. Mon espace santé puise les données au sein du SNDS. Le Ségur en officine permettra l'exploitation des données au HDH. Alors non, c'est un peu plus, c'est pas tout à fait ça. Alors, dans mon espace santé, on a 3 grandes catégories de données, on va dire. Il y a les données qui sont poussées et alimentées par les professionnels de santé et les établissements. Donc ça, c'est un premier gros volume de données. C'est les 10 millions de documents chaque mois qui sont poussés vers mon espace santé. Ensuite, on va avoir les documents qui sont déposés par le patient lui-même.
Alors évidemment, c'est identifié. Hein, vous savez qui a déposé le document quand vous consultez le DMP. Hein, si vous allez sur le WebPS DMP aujourd'hui, hein, vous pouvez identifier un document. Voilà. D'ailleurs, au passage, les notes de vaccination, le patient peut remplir lui-même ses notes de vaccination. Il peut se rendre chez un professionnel de santé avec son carnet de santé papier. Vous pouvez regarder et comparer les deux trucs et certifier. Et du coup, ça rentre et ça sera intégré dans son carnet de vaccination électronique comme saisi par le patient, mais certifié par un professionnel de santé qui a vérifié que le carnet de vaccination est bien conforme à ce qui est saisi dans le. Voilà. Ça, alors, peut-être pas à faire pour tous les médicaments, pour toutes les vaccinations, mais pour certaines pathologies ou certains sujets, ça peut être intéressant de l'avoir en tête. Bon, voilà, je le dis en passant. Et la troisième catégorie de données, c'est effectivement l'historique de remboursement des patients. Donc ça vient pas du HDH, hein, ça vient pas. C'est l'assurance maladie qui fait une copie à partir du moment où le patient a activé mon espace santé. Je crois qu'il y a un délai de 24 ou 48 heures, et l'assurance maladie verse l'historique de remboursement dans le dossier du patient, dans le mon espace santé du patient. Donc ça vient des processus, on va dire, de remboursement de la chaîne de production, enfin ce qu'on appelle la chaîne de prod, dans le réseau assurance maladie, qui vient verser ces données dans le dispositif. Donc c'est pas le SNDS qui vient verser, enfin c'est l'assurance maladie. Il y a des systèmes d'information qui sont en amont hein, du SNDS qui produisent tout ça, et ce sont ces données-là qu'on vient verser personnel du patient dans l'historique des remboursements du patient. Et donc, quand c'est dans mon espace santé, pour les patients qui ont activé, hein, c'est pas tous les patients, hein, c'est les patients qui ont activé. C'est pas pour tous les, en tout cas aujourd'hui, c'est pas parce que le dossier est créé, mon espace santé est créé. Hein. Il faut que le patient ait eu une action positive et soit allé voir et puis aller voir ce qu'il y avait dans son truc. Et là, 24 heures après, ça envoie ces données. Se pose la question d'ailleurs pour le reste des gens pour qui on a un DMP ouvert mais pas activé. Mais en attendant, donc on a ces éléments-là et la partie historique de remboursement. Ensuite, aujourd'hui, il est interdit tout usage des données contenues dans mon espace santé sont exclusivement liées à l'usage du patient pour son parcours de soins, avec les professionnels de santé qu'il a choisis. Et il est interdit de faire quoi que ce soit d'autre avec les données de mon espace santé. Donc, en l'état actuel, il n'y a pas de versement des données de mon espace santé vers le HDH, enfin la plateforme des données de santé, ou un quelconque autre opérateur. Voilà, c'est pour la donnée, c'est une fin, c'est une impasse, et c'est à l'usage du patient qui choisit quel professionnel de santé. Alors, par défaut, il y a une matrice d'habilitation qui s'applique, mais le patient a à sa main et choisit de donner l'accès ou pas. Voilà, il n'y a que le médecin traitant qui a accès à tout pour l'instant, sauf si le patient décide de fermer le dispositif ou de masquer la totalité de ses données à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est bien ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de finalité autre que ça dans mon espace santé. Ça ne signifie pas, et d'ailleurs, il y a eu des conventions citoyennes qui ont été faites avec des demandes de la part des citoyens. Évidemment, il y a des demandes de la part des professionnels de santé, mais il y a des demandes aussi de la part des citoyens qui ont été exprimées et compilées dans un rapport l'année dernière sur, par exemple, l'usage de ces données à des fins de prévention personnelle. J'ai un diabète, bah tiens, est-ce que je peux proposer des actions, des services, des choses autour de la prise en charge du diabète, des choses de cette nature. Donc ça, ce sont des demandes, hein, ça a été négocié, discuté, les citoyens se sont exprimés avec des experts, des professionnels de santé, tout un tas de choses. Il y a des rapports qui sont, et donc il y a des réflexions hein, qui sont en cours là-dessus, pareil sur la recherche. Voilà, il y aura des réflexions qui sont, comment dire, qui seront portées dans le temps, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'usage des données de mon espace santé en dehors de l'usage du parcours de soins du patient. Et de toute façon, on sera extrêmement vigilant, et je pense que les représentants des professionnels de santé, les représentants des malades, voilà, seront extrêmement vigilants aux élargissements à venir potentiels qui pourraient intervenir et ses finalités. Et clairement, aujourd'hui, on est plutôt sur une posture très prudente là-dessus, parce que évidemment, il est hors de question
que ces données se retrouvent accessibles évidemment aux assurances, aux banques, aux Américains ou aux Chinois ou je ne sais pas, enfin à qui on peut. Voilà. Évidemment que ça c'est hors du spectre et que on sera hyper attentif à ce genre de choses. Les finalités de recherche, par exemple, elles sont extrêmement intéressantes, mais il faut être extrêmement vigilant là-dessus sur les ouvertures qu'on va potentiellement réaliser ou pas. Parce que le fait de le faire, ça crée des risques, mais le fait de ne pas le faire crée aussi des risques avec à la fin des décès, parce que on pourrait aussi dire on en reste là, mais on sait qu'il y a un potentiel de sauver des vies, clairement, à travers une meilleure connaissance des usages en situation réelle des médicaments, de tout un tas de choses. Et donc, il y a des opportunités aussi là-dedans et on va les créer. Vas-y, excuse-moi, j'étais trop long. Ouais, exactement. Faire des Pardon. réponses plus courtes parce qu'il reste pas mal de questions. Vas-y. Est-ce que le Ségur nous permettra de vérifier facilement la véracité d'une ordonnance ? De toute façon, vous connaîtrez l'émetteur. Donc, c'est forcément un médecin, un professionnel de santé. Donc, oui, vous pourrez. Alors, un cas très particulier, mais c'est pour préciser le modèle du SONS. Je change de LGO vers le mois d'octobre. Comment cela va se passer pour les bons de commande Ségur et le financement ? Un bon de commande Ségur, c'est fini. Donc, il n'y aura pas de financement. La MS Santé organisationnelle va-t-elle rester payante ? Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'offre publique sur le sujet. Enfin, il y a des offres, il y a des offres peut-être en région par des grades, je sais plus. Enfin, il faut aller voir, mais à mon avis, en tout cas aujourd'hui, à ma connaissance, à part les offres de grade peut-être à vérifier, mais en tout cas, Mélis n'a pas prévu pour l'instant à court terme de messagerie d'organisation. Okay. Quid du patient qui envoie la prescription numérique à plusieurs officines ? Là, j'ai pas vraiment de réponse. C'est une bonne question. On a un point de revoyure avec les syndicats sur le sujet de ces usages. Bonne question. Là, pour l'instant, quid d'un patient qui vient dans plusieurs pharmacies Alors, effectivement, sur des prescriptions hors workflow e-prescription / ordonnance numérique, c'est le nouveau nom. C'est comme s'il passait de pharmacie en pharmacie avec son papier. Par contre, avec l'ordonnance numérique, oui, là, pour le coup, il y aura un QR code qui sera associé à la prescription. Et donc, via ce QR code, à partir du moment où il a été scanné une première fois et dispensé, si vous rescannez dans une autre pharmacie ce QR code, il y aura l'information comme quoi la prescription a déjà été délivrée. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est pas bloquant, et à terme, ce sera bloquant. Donc, voilà. Mais effectivement, merci Damien. Est-ce que les pharmaciens et préparateurs doivent travailler sur le poste où est enregistrée la CPS ? Non. C'est justement un des usages qu'on aura dans la vague 2, quand on va utiliser la question de l'identification personnelle de la personne, c'est de faire en sorte que ce soit mobilité free au sein de l'officine. Avez-vous une idée en moyenne du délai de récupération d'ordonnances au comptoir via l'INS ? Alors ça sera... Aujourd'hui, on n'a pas encore d'exemple parce qu'on l'a pas fait, donc on ne sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, là où on voit des usages de consultation du DMP, les résultats sont très satisfaisants en termes de délai. Après, évidemment, quand on va passer à l'échelle, il faudra qu'on surveille ça, mais ça, c'est un point de vigilance qu'on a effectivement collectivement sur tout ça, de s'assurer que les services, que ça prenne pas 3 minutes à charger une ordonnance ou un document de santé quand on est au comptoir, bien sûr, ou dans une consultation médicale d'ailleurs. Ok. Comment se procurer les affiches d'information de la CPAM concernant l'INS ? Le mieux, c'est de demander à la CPAM. Non, mais on va vous envoyer en fait alors, on fait passer par les syndicats, par les ordres, par l'ordre, par les groupements, tout un tas de documents, d'affichettes, de choses comme ça. Vous pouvez les récupérer aussi sur le site de l'ANS. Voilà. Et puis les ARS, les URPS, relais aussi tout ça. Donc voilà, vous avez plein d'interlocuteurs qui peuvent vous remettre ces éléments. Il y a Anne Laurin qui a partagé le site ANS, super. donc c'est parfait. Merci Anne. Je regarde l'onglet questions. DP-DMP, les systèmes vont-ils fusionner ? Dans quel délai ? Alors, fusionner, non. Par contre, ce qu'on est en train de travailler, c'est le fait que le DP porte se transforme un petit peu
Et en fait, vous savez que le dispositif passe à l'échelle européenne également, et donc on a ce qu'on appelle des volets de prescription et de dispensation à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous serez en vacances, je sais pas, en Grèce ou au Portugal, un certain nombre de documents de santé doivent être accessibles aussi aux professionnels qui vont vous prendre en charge là-bas, ou si vous avez eu des médicaments, voilà, bref, on doit le savoir. Ou vous devrez le savoir quand vos patients reviennent d'un pays européen. Donc ça, c'est le dispositif européen. Et donc le dossier pharmaceutique, en fait, le CNOP, on a eu une réunion d'ailleurs ce matin avec les collègues de l'assurance maladie et du CNOP sur le sujet pour justement travailler sur ces questions et réfléchir ensemble. Voilà, la stratégie, ça serait que le DP porterait le volet européen de dispensation et du coup, de fait, transférer des contenus de données vers le dossier médical partagé, ou en tout cas permettrait depuis le dossier médical partagé d'accéder à des données accessibles, ce qu'on appelle le portail CESALI, qui est le portail européen dans tout ça, et donc on les verrait dans le DMP pour les patients en France bien sûr, et également sur la partie comment dire européenne. Voilà. Bon, c'est encore en travaux, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet, mais en tout cas, les travaux sont engagés, donc c'est bien dans le scope, en tout cas. On a la trajectoire. Mais c'est pas une fusion à proprement parler des deux systèmes. Mais ça sera bien interconnecté. Ordonnance numérique, quel est le planning pour les prescripteurs hospitaliers? À terme. Alors, il n'y a rien de il y a des travaux. Alors, de toute façon, ça va y aller. Alors, je vais parler pour les collègues de l'assurance maladie. Vous m'en excuserez. Et s'il y a besoin, s'il y a un programme plus précis, mais ce qu'on en sait, c'est que la prochaine étape, aujourd'hui, c'est le libéral, enfin la ville. Ça s'étend, dentiste, sage-femme, on réfléchit sur les paramédicaux, machin, voilà. Donc ça, c'est plutôt très acté. Prochaine étape, c'est plutôt le monde médico-social avec les EHPAD, maisons de retraite. Et ensuite, ce sera l'hôpital. C'est à peu près les grands schémas, les grands trucs. Après, je laisserai Anne peut-être préciser, peut-être par écrit si tu souhaites, ou quelqu'un, je sais pas, de l'équipe s'il y en a d'autres. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas plus précis que ça à ma connaissance, sauf à ce que Anne souhaite prendre la parole et préciser des choses, mais ou le faire par écrit. Moi, j'en resterai là en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est bien dans le scope et ça sera, voilà, c'est en ligne de mire. Une question importante, pouvez-vous préciser ce qu'est une messagerie organisationnelle? Alors, les messageries, il y a 3 grandes catégories de messagerie. Messagerie personnelle, ça c'est votre usage et personnel, comme le nom l'indique. Organisationnelle, c'est qu'elle est accessible à toute l'équipe. Donc vous désignez en fait les personnes de votre équipe qui ont accès et en fait c'est comme une boîte partagée en fait, tout simplement. Et après la troisième, c'est des balles dites applicatives, des boîtes applicatives, mais ça vous concerne pas, c'est vraiment des systèmes techniques quand un logiciel doit envoyer de façon automatique des mails et vous savez, c'est les trucs qu'on reçoit en no reply par exemple. Ne pas répondre, enfin ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des boîtes applicatives. C'est 2 systèmes qui échangent des informations sans que vous ayez besoin d'intervenir. Voilà. Donc personnel, c'est personnel. Organisationnel, c'est pour l'équipe. Il y a pas mal de sujets déjà sur les rencontres terrain. Est-ce que Doctolib respecte les normes Ségur compte tenu qui peuvent envoyer des ordonnances Alors, en tout cas, Doctolib, alors dans la partie, dans des logiciels et professionnels de santé et tout ça, Doctolib est un logiciel Ségur, j'ai envie de dire comme les autres, ils sont dans le dispositif Ségur, voilà. Donc voilà. Après, sur les partages d'ordonnances aujourd'hui, il y a personne, enfin il y a dans le cadre des messageries sécurisées dans le dispositif aujourd'hui, il n'y a pas de comment dire d'interconnexion avec les messageries sécurisées des citoyens. Donc toute ordonnance qui n'est, enfin, comment dire, on reconnaît comme sécurisé le dispositif que je vous ai décrit tout à l'heure. Tout le reste, il faut l'expertiser. Je ne saurais pas répondre. On garantit la sécurité sur le circuit que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Un préparateur alors on revient sur le sujet des préparateurs. Un préparateur qui change d'officine devra-t-il s'enregistrer de nouveau? Non. Il faudra juste que le pharmacien, en tant que titulaire, précise qu'il démarre un contrat avec cette personne.
Mais en fait, une fois que le préparateur est enregistré, sa carte ICPS, il l'a, j'ai envie de dire, à vie, quoi, enfin à carrière, quoi. Donc la carte, elle est activée, voilà. Pour pouvoir s'en servir, il faudra qu'il y ait au moins un pharmacien employeur qui ait validé en cours un contrat de travail dans le dispositif carte ICPS. Donc si vous avez par exemple 2 employeurs et vous en quittez un, votre carte reste active jusqu'à extinction du contrat avec le second. Et vous pouvez en servir dans les 2 officines. Par contre, vous devrez rendre des comptes si jamais c'est des usages indus, ça je l'ai déjà dit. Mais sur le principe, en tout cas, la carte ICPS. Après, c'est quand mon contrat se termine, bah, l'employeur il est censé désactiver le dispositif parce qu'il a mis une date de fin au contrat où ça fait partie, en gros, comme qu'il vous remet les documents pour le chômage, il désactive la carte. Et à l'inverse, quand il y a un nouveau contrat qui s'ouvre, vous devrez demander l'accès. Il devra vous activer l'accès. Mais la carte, il n'y aura pas besoin de la réactiver. Question, je suis 6 et j'ai un problème avec un éditeur. Une officine a été rachetée. L'ancien titulaire avait passé commande Ségur. L'éditeur demande au nouveau titulaire de payer la prestation Ségur. Est-ce normal? Alors, le titulaire n'a pas à payer la prestation Ségur, c'est l'État qui paye la prestation Ségur. S'il y a un bon de commande, normalement, c'est le numéro géographique de l'officine qui, lui, normalement, n'a pas changé. Donc, le bon est toujours valable, puisque c'est l'officine, en fait. Hein, c'est le titulaire qui paye, enfin, qui signe en tant que responsable légal. Mais là, pour le coup, c'est l'entité morale qui est équipée du logiciel Ségur. Donc, peu importe que le titulaire de la pharmacie ait changé. Donc c'est l'État qui paye. Et c'est sur la base du numéro finesse géographique. Donc lui, normalement, il n'a pas changé. Dernière question. Il y en a encore d'autres, pardon. Dans la prestation Ségur, est-ce que la formation est incluse? Si oui, sous quelle forme? Alors oui, la prestation est incluse. Sous la forme, après, ça peut être à discrétion de l'éditeur. Pour l'instant, sur la vague 1, on réfléchit à être un peu plus prescriptif sur la vague 2, mais en l'état, c'est l'éditeur qui choisit la modalité de formation. Mais oui, elle est incluse. Après, si vous jugez que c'est vraiment, entre guillemets, trop faible, trop indigent, vous nous le dites et puis on verra on ira voir dans le détail, quoi. Est-ce que donc côté chat question c'est bon, et dans le chat tout court je regarde s'il reste encore. Non, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Est-ce qu'on a encore Je regarde. Sur le site INS, je vois, ouais, bon, après je vais pas suivre parce que du coup ça a sûrement été déjà répondu. J'ai manqué de... Je vois pas. Alors il y a des questions en cours. Oui, alors sur le replay, oui, bien sûr, tous les webinaires de l'agence de numérique en santé sont disponibles en replay. Donc normalement, je pense que ça doit être sur la page d'inscription qui devient en fait la page du replay. Voilà, on y mettra le support de façon à ce que vous ayez aussi. Il y a des petits liens dans le support qui permettent d'accéder aux différents points qu'on vous a montrés, qui sont aussi dans le chat quelque part. Donc oui, vous aurez le replay, bien sûr. Ok. On arrive au bout de toute façon, il reste on est à la une dernière minute. minute. Voilà, écoutez, en tout cas, il me souhaite à vous quelques secondes pour vous remercier. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous remonter. Voilà, les formulaires Sentinelle sont là pour ça. N'hésitez pas à nous dire ce qui va pas. N'hésitez pas aussi à nous dire ce qui va bien. Franchement, ça fait toujours plaisir. Voilà, quand quelqu'un nous dit bon, au moins ça marche et ça c'est cool. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé en me disant l'annuaire santé, ça m'a changé la vie.
Bon, bah, c'est pas grand chose, mais j'avoue que ça met un petit coup de boost aux équipes. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, en tout cas, merci à vous pour vos contributions. Merci pour votre, comment dire, de façon collective, votre attitude très constructive sur tout ça. Merci de comprendre que ben, c'est en travaux et que les choses évoluent, avancent. Et voilà, on fait de notre mieux. Comme toutes les phases de travaux, il y a comment dire, des inconvénients, mais on sait que c'est pour le mieux. Et voilà. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Et puis bonne fin de journée et à très bientôt. Et désolé pour le début de réunion, il y a eu quelques petits couacs techniques. Ouais, voilà, désolé, mais bon, voilà. Nous aussi, on apprend à se servir du numérique. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à toutes.